Chers téléspectateurs, bonsoir. Je vous retrouve pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler environnement. Alors, la Mauritanie, à l'instar des pays du monde entier, a célébré le 5 juin dernier la journée mondiale de l'environnement sous le thème cette année « Une même terre ». La Mauritanie a célébré ses activités au niveau national sur l'éducation pour un développement durable. Le département de l'environnement et du développement durable compte ainsi inculquer une culture environnementale au sein des membres de cette société à travers le programme pilote national des écoles vertes. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous Madame Wagué Fatimata Simina, qui est la directrice de la planification, de la coordination et des statistiques au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Également avec nous ce soir, Dr Khadijatou Sini, qui est la directrice adjointe de l'évaluation et du contrôle environnemental au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bien sûr, comme chaque Zoom sur, avant de commencer notre débat, passons un élément sur les temps forts de cette journée avec Malika Nikli. Le choix de l'école Saad Ben Mouad pour abriter la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de l'environnement s'inscrit en droite ligne du thème national de cette manifestation, qui est l'éducation pour un développement durable et répond au slogan Une seule terre, en plus du fait qu'il entre dans le lancement du programme national École verte. L'école choisie par le département de l'environnement et du développement durable est située dans la Moukata de Riyad qui relève de la wilaya de Nouakchott Sud. Cette journée est l'occasion idoine pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Sadfi Ould Sidi Mohamed, indique que cette journée est l'occasion de mettre l'accent sur l'importance pour l'être humain de vivre dans un environnement sain et de sensibiliser les populations, les autorités, les élus et représentants de la société civile des mesures et initiatives à prendre pour préserver l'environnement. Le maire de la commune de Riyad, M. Abdallahi Ould Mohamed Ould Driss, a au nom des populations remercié les autorités nationales pour tout d'abord avoir choisi cette école relevant de sa circonscription et pour l'attention accordée à l'aspect environnemental en milieu scolaire. Le vice-président de la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants, M. Ahmed Ould Douman, a quant à lui témoigné du rôle joué par le secteur de l'environnement et du développement durable dans la plantation des arbres, la fixation des dunes de sable, louant ce genre d'initiative. En marge de l'exposition organisée, la délégation a écouté la présentation faite par le directeur du parc national d'Aouléguet, M. Sid Ahmed Ould Baba, ce qui lui a permis d'être informé de la beauté et de la particularité de ce parc qui en fait une destination privilégiée pour le tourisme. Dans le pavillon réservé au parc de Diaoling, son directeur, M. Daf Ould Daf, a présenté une communication mettant en exergue son rôle de développement dans le domaine social et économique en ce qui concerne la migration des populations rurales grâce à la mise en place d'écoles, de points de santé et la mise à disposition d'eau potable pour les populations locales. La délégation a également visité les 2 pavillons réservés à l'Agence de la Grande Muraille Verte et à l'Association mauritanienne pour la protection de la nature. À la fin de la cérémonie, des cartables et équipements scolaires ont été distribués au staff pédagogique de l'école Saad Ben Mouad, en plus du don de 2200 arbres pour les établissements scolaires de la Moukata. Alors merci Malika Nikli pour ce compte rendu sur la journée mondiale de l'environnement. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons environnement ce soir. Alors ma première question sera pour vous Madame Wagué. Dites-nous pourquoi votre département a choisi justement ce sous-thème, disons, l'éducation pour un développement durable. Quelle est aujourd'hui la dimension de l'éducation ou même de l'environnement dans l'éducation? Merci Madame Sow pour cette invitation. Et bonsoir à tous. Au fait, le département de l'environnement est confronté à beaucoup de problèmes. En Mauritanie, nous constatons que l'environnement, il y a 3 problèmes majeurs. C'est une dégradation de l'environnement et une forte pollution. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est une forte pression sur les ressources naturelles. Et le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est les effets du changement climatique en Mauritanie. La Mauritanie fait partie des régions les plus vulnérables du monde en termes de changement climatique. Donc nous constatons un dégradement vraiment de l'environnement. Et aussi, la population mauritanienne veut un environnement sain, plus sain, alors que l'environnement continue de se dégrader. Mais
une partie de cette dégradation est liée à l'action de l'homme. Donc, à méconnaissance des problématiques environnementaux. Donc, il est important que les comportements changent. Et pour que les comportements changent, il faut qu'on puisse intégrer cette dimension environnement dans l'éducation. Et l'éducation doit passer par les enfants, donc changer leur comportement, leur inculquer des valeurs pour prendre en compte la dimension environnementale dans toutes leurs actions. Donc, c'est ce qui justifie le choix de ce programme pour changer le comportement des jeunes en Mauritanie. Docteur Hadjidou, vous confirmez que la dimension vraiment éducation est importante pour l'environnement et la dimension d'éduquer les enfants au plus bas âge pour vraiment un futur, disons, plus radieux concernant l'environnement. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de parler de cette question qui est très importante. Donc, effectivement, l'éducation, c'est vraiment très important pour inculquer la dimension environnementale dès les jeunes âges. Donc, tous les problèmes, la majorité des problèmes vient par un manque de sensibilisation sur la question environnementale. Donc, si dès le jeune âge, on a déjà cette problématique qu'on prend en considération, et cela va nous préparer une fois que nous sommes responsables, nous avons des responsabilités, ça va nous préparer à la gestion ou bien la prise en considération de la dimension environnementale dans notre vie quotidienne, quelle que soit la vie quotidienne à la maison ou bien dans les responsabilités de travail. N'importe quel travail, les responsabilités dans l'État ou bien le commerce, tout ça, partout on trouve, nous avons la gestion environnementale dans la main. Donc c'est vraiment une question très importante à prendre en considération. Parlons également du programme pilote des écoles vertes. Pour vous, vraiment ce programme, c'est afin de sensibiliser, bien sûr, et d'impliquer les générations futures dans ce programme environnemental. Comment cela se déroule pour le programme pilote des écoles vertes? Je pense que Madame la directrice, comme c'est elle qui pilote ce programme, elle est le mieux placée pour parler de ces programmes. Nous allons venir tout à l'heure à Madame. Je sais que ces programmes-là, qui est un programme pilote, donc l'objectif, c'est de voir vraiment comment on peut introduire cette dimension environnementale dans les curricula de l'éducation des enfants. Donc, une fois ce programme pilote est réussi, on peut les généraliser. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment une chose qui est très bien. Madame Wagué, vous êtes la directrice de la planification. Alors, parlez-nous davantage de justement ce programme environnemental des écoles vertes. Ok. En fait, le programme École verte, c'est en collaboration entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme le PNUD, la coopération allemande, la coopération espagnole et le fonds fiduciaire Bacomac. Donc, un appui technique et financier de ces 4 institutions. Donc, ce programme a pour objectif de manière spécifique, c'est de favoriser le changement de comportement, des comportements éco-responsables. Donc, en d'autres termes, des comportements des jeunes qui sont respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, rien que pour la gestion des ordures, nous constatons qu'en Mauritanie, on a des ordures qui sont éparpillées un peu partout. Qu'on soit dans les maisons, à l'école ou dans la rue, les ordures sont un peu partout. Donc, parce que parfois, les corbeilles existent, sont mis à disposition, mais les gens n'ont pas la culture ni l'habitude de mettre les ordures. Il faudrait aussi
Une gestion je veux dire, responsable des ordures, parce que ne pas aussi mélanger les ordures, disons. Voilà, ça c'est un autre aspect. Ça, c'était juste pour donner un exemple de changement de comportement, parce que là, on peut même dire que c'est une pollution visuelle. Donc, au-delà même d'une pollution qui peut impacter la santé des populations. Donc, ce programme vise 4 aspects. Donc, le premier, c'est de mettre dans le curricula des notions d'éducation environnementale. Donc, c'est passé par une évaluation, un diagnostic de l'éducation environnementale, parce qu'en Mauritanie, l'éducation environnementale, on peut dire que ça a commencé autour des années 90 à travers un programme régional du SILS, où tous les pays du SILS avaient un programme d'éducation environnementale. Et après, au début des années 2000 ou au milieu des années 2010, il y a eu le programme régional encore, où on parlait d'éducation environnementale. Donc il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau de l'éducation pour parler d'environnement. Donc on ne vient pas de nulle part, il y avait du travail qui a été fait, il faut valoriser pour faire ce programme. Donc ce programme, cette fois-ci, on veut mettre en place des curricula. Donc ça peut prendre peut-être toutes les matières qui sont enseignées. Donc, en termes d'éducation islamique, il y a des versets qui parlent de la nature, de la protection de la nature. Donc, valoriser ces versets dans l'éducation. Quand on parle en sciences naturelles, il y a beaucoup de notions qu'on peut enseigner aux enfants depuis le bas âge pour comprendre, rien que pour comment planter un arbre, comment protéger, le rôle de l'arbre dans l'environnement, dans notre quotidien, le rôle de l'arbre. Donc l'amour que cet enfant peut avoir pour l'arbre et préserver. Donc il y a ces curricula qu'il faut mettre dans l'enseignement. Et quand on dit des curricula, ça veut dire qu'il faut renforcer les capacités des enseignants et des professeurs. Donc il y aura un volet aussi, renforcement des capacités des enseignants qui sont déjà au niveau des écoles et qui donnent des cours. Donc s'il y a des nouveaux curricula, il faut faire des formations de perfectionnement pour renforcer leurs compétences. Et pour ceux qui sont en apprentissage, les enseignants, par exemple à l'école normale supérieure, il y aura des curricula aussi d'éducation environnementale pour qu'eux aussi ils puissent prendre en charge cette dimension. Il y a un troisième élément, maintenant, c'est le cadre même des écoles qui puisse être un cadre qui prenne en charge la dimension environnementale. Donc, c'est de faire des plans pour les écoles, des plans d'aménagement où les enfants pourront peut-être avoir des jardins, un espace pour faire des jardins potagers, savoir comment on plante les arbres. Il ne suffit pas de manger des fruits et des légumes, mais il faut savoir comment ces fruits et ces légumes ont été produits. Et on peut les produire en n'utilisant pas de produits chimiques et trouver... Donc, depuis le jeune âge, ils comprennent ces notions. Il faut qu'il y ait des espaces dédiés aux ordures. Donc, ces espaces seront... Il y aura des espaces pour les déchets recyclables, des déchets non recyclables. Il y aura des espaces pour faire des activités hors de la classe. Donc, il y aura un reboisement, le reverdissement même des écoles, parce qu'on constate que dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas d'arbres. Donc, on ne peut pas donner des notions d'environnement et ne pas changer le cadre environnemental des écoles. Et le dernier élément, c'est surtout faire des visites. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la théorie qu'il faut enseigner aux enfants et que leur cadre change, mais leur faire visiter. On a une forte biodiversité en Mauritanie. Il y a les parcs nationaux qui existent. Faire des visites au niveau des parcs, leur montrer cette biodiversité que nous avons, que eux, ils doivent préserver, aussi bien pour eux que pour les générations futures. Donc voici un peu les 4 piliers de ce programme sur lequel nous basons pour faire un changement de comportement. Et comme on l'a dit tout au début, c'est une phase vraiment pilote. Et les écoles, il y en a 62 écoles qui ont été choisies. Comment ces écoles ont été choisies? Donc, ces écoles ont été choisies en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, parce que quand on parle d'éducation, c'est ce département qui est en charge de l'éducation. Donc, il y a des critères qui ont été établis. C'est-à-dire, quand le projet a mûri, la proposition, c'était maximum 2 écoles par région pour faire la phase pilote. Parce que si on a
énormément d'écoles. C'est difficile à gérer pour une phase pilote parce qu'on ne connaît pas la réussite pour le moment de ce programme. Mais le président de la République a exigé que ce soit une école par Mokhatar. Donc, sur cette base, des critères ont été établis. Par exemple, il y a des écoles qui ont des clubs environnement, que parfois qui sont appelés clubs hygiène, santé. Donc, il y a des écoles où il y a la présence d'eau, parce qu'on a besoin d'eau si on veut faire des activités de reboisement et l'entretien des plants au niveau des écoles. Donc, il y a un ensemble de critères qui ont été retenus et qui ont permis de faire le choix de ces 62 écoles. Il y a des écoles primaires et des écoles secondaires. Je sais que les organisations environnementales, il y en a qui ont déjà essayé justement d'inculquer cette notion d'environnement avec l'éducation, essayer un petit peu de les marier. Il y a eu des concours qui ont été faits déjà sur cette base-là. Quelle est l'implication de la société civile justement maintenant, ces organisations qui sont là, qui travaillent dans l'environnement et qui sont là en Mauritanie? Le degré d'implication justement dans votre projet pilote? Donc, la société civile a déjà fait un travail. Donc, il y a le travail de la société civile, il y a le travail des projets précédents dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on va coaliser l'ensemble de fédérer l'ensemble de ces actions pour faire un autre programme qui est plus concret, qui va être uniforme au niveau de toutes les écoles. Parce que quand on prend l'approche des ONG, elle est louable, et c'est très bien ce qui se fait déjà, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire quand tu prends l'ONG X et l'ONG Y n'ont pas la même approche dans les écoles. Donc si à travers ce programme École verte, nous arriverons à harmoniser l'approche d'éducation environnementale au niveau de toute la Mauritanie. Pour revenir un petit peu sur la dimension environnement global, Dr Hajitoudi, pouvez-nous faire un état des lieux ou un aperçu global de l'évolution, du développement durable ici en Mauritanie? Donc la notion de développement durable, donc avant de faire un aperçu en Mauritanie, je voulais un petit peu contextualiser l'apparition de cette approche dans le monde. Quelles sont les origines de cette approche? Donc cette approche a été apparue suite à l'échec de l'approche qui s'est basée sur la croissance environnementale uniquement. Cette approche qui met en avant la croissance environnementale, les progrès scientifiques, les progrès technologiques, mais elle ne prenait pas en considération la dimension environnementale. On ne prenait pas en considération les risques de la technologie, les pollutions que génèrent les projets de développement. Donc, ce qui fait que les années 70, on a assisté à l'émergence de beaucoup de problèmes environnementaux, comme Madame la directrice vient de citer, les problèmes de rarification des ressources naturelles, les problèmes de pollution. Nous avons eu beaucoup de catastrophes écologiques liées justement à ces activités qui n'ont pas pris en considération la dimension environnementale. Donc, il y a eu un courant de pensée qui prenait la conservation de la nature uniquement et il veut vraiment stopper la croissance économique. Donc, entre ces deux courants de pensée, nous avons assisté à l'émergence de troisième pensée qui se veut modérée, qui veut vraiment concilier entre le développement économique et la protection de l'environnement. Donc cette approche de développement durable a été institutionnalisée à partir de 1990 suite au sommet de la Terre qui a été organisé, adopté par le monde entier. Donc la Mauritanie ne fait pas exception de ces pays. Donc elle a adhéré à cette conception parce qu'à l'époque, elle n'est pas vraiment la question de la pollution ou de l'industrie ne se pose pas, mais plutôt le problème de gestion des ressources naturelles, la rarification, la désertification, la sécheresse. Donc
comment l'évolution de cette approche a été intégrée. Tout d'abord, ça a été incarné par la création d'un cadre institutionnel. Donc, avant, on ne s'occupait pas de l'environnement, il n'y avait même pas une institution qui s'occupe de l'environnement. Donc, en 1993, on a créé la direction de l'environnement au niveau du ministère du développement rural à l'époque. Mais cette direction, elle a resté sur la vision sectorielle. Elle s'occupait vraiment de l'environnement vert, la végétation, la faune, la flore, la lutte contre la désertification. Donc on s'est rendu compte que cette direction n'est pas pu vraiment introduire ou intégrer la dimension environnementale au niveau des autres secteurs en Mauritanie. Donc suite à cela, on a créé le secrétariat exécutif au niveau du Premier ministre. Après, c'est devenu un ministère délégué auprès du Premier ministre. Après, actuellement, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, ces cadres institutionnels, son objectif, c'est vraiment de créer un terrain favorable pour intégrer la dimension environnementale dans les autres secteurs. Mais l'objectif aussi, c'est vraiment atteindre les objectifs du développement durable dont la Mauritanie elle a ratifié plusieurs conventions suite à l'adhération de cette approche. Diriez-vous que votre département est sur la bonne voie justement beaucoup de pays ont ratifié des conventions mais ne sont pas vraiment, je veux dire, à la hauteur de ces ratifications ou n'intègrent pas justement le cadre social de leur environnement justement, parce qu'il ne suffit pas juste de ratifier les conventions mais de l'adapter justement aux problématiques du pays. Est-ce que notre ministère, est-ce que votre département justement adapte ces conventions-là, adapte justement ces ratifications aux problèmes que nous rencontrons? Le ministère, avec l'adaptation de ces conventions, il essaye vraiment, comme je l'ai dit, d'intégrer cette dimension à travers les conventions qui sont nationales. Mais le ministère aussi, pour l'adaptation de ces conventions, il a élaboré au niveau du plan politique stratégique de la politique sectorielle de l'État. Il a élaboré des stratégies nationales pour l'intégration de la dimension environnementale et avec des plans d'action pour que vraiment, parce que les conventions, chaque convention il a son plan d'action que la Mauritanie est tenue à respecter cela. Donc, je vais ici attirer l'attention que voilà, l'approche du développement durable, c'est une approche qui est très bien, quasi idéale. C'est l'idéal vraiment d'adopter, de concilier entre l'économie et l'environnement. Mais c'est une approche qui n'est pas facile aussi à adapter à 100%. Donc on progresse petit à petit. Donc on a passé d'un état où on ne s'occupait même pas de l'environnement. Actuellement, nous avons des institutions, nous avons ratifié des conventions, nous avons un cadre réglementaire qui essaye, et normatif, qui essaye vraiment de régulariser, d'intégrer cette dimension environnementale dans tous les projets de développement. Docteur, j'aimerais que le développement durable, pour le commun des mortels, c'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui matérialise aujourd'hui le développement durable pour que tout le monde puisse vraiment être sur la même longueur d'onde? Donc, la dimension environnementale, l'approche de développement durable, c'est une approche. L'objectif vraiment, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment de concilier l'économie et la protection de l'environnement. Comment on peut? Parce que les pays
Nous avons besoin d'exploiter nos ressources, nous avons besoin de se développer, nous avons besoin de la croissance économique. Mais tous ces projets-là, toutes ces activités, on les fait à la base avec les ressources naturelles. À la base, nous avons besoin de notre support environnemental. Donc, comment on peut vraiment arriver à concilier ces deux vraiment dualités, l'économie et l'écologie. Donc, comme je vous ai dit, nous avons ces stratégies qui sont sur les plans macro, qui sont sur les plans politiques de l'État, mais il y a aussi des outils qui peuvent vraiment aller sur les plans micro, sur l'échelle locale, qui peuvent vraiment incarner le développement durable. Je donne un exemple simple. Si, par exemple, n'importe quel projet qui va être réalisé, il a besoin de faire une faisabilité technique, une faisabilité économique. Et actuellement, on fait vraiment la faisabilité environnementale qui est faite à travers les études d'impact environnemental. Donc, chaque projet, sur les plans juridiques, il est tenu à faire une étude d'impact environnemental pour mesurer vraiment la faisabilité de ces projets, pour que ce projet intègre la dimension environnementale dès la conception, mais pendant aussi l'exploitation. Donc, on accompagne, on suit, on contrôle pour vraiment s'assurer que la dimension environnementale et sociale est prise en considération dans les projets locaux à l'échelle micro. Ça, c'est une partie. Mais aussi, le département, il a les politiques, comme je dis, il a des stratégies, il a ratifié des conventions. Donc, ça, c'est l'échelle internationale, c'est l'échelle aussi macro de la politique de l'État sectoriel. Je suppose qu'on peut l'appuyer un peu, c'est que vient de dire Hadjetou, la définition du développement durable. De manière terre à terre, moi je donnerais l'exemple d'une forêt que nous aimerions exploiter. On veut faire du charbon de bois. Si on parle de développement durable, c'est quelqu'un qui vient, qui va voir la taille des arbres, quels sont les arbres qui sont arrivés à maturité, qu'on peut couper, et il y a une période aussi pour le faire. Parce que tu penses à la régénération de l'espèce, pas une disparition. Donc c'est une personne qui va prendre en compte, qui va se dire que cette année, je vais couper cette partie et reboiser l'autre côté pour que dans 50 ans, dans 20 ans, que je puisse trouver des arbres à couper. Mais quelqu'un qui n'intègre pas la notion de développement durable, donc tous les jours, tu viendras couper 100 hectares et au bout de 20 ans, 30 ans, tu n'auras plus d'activité, tu n'auras plus de charbon de bois à faire. Donc c'est ça, entre développement durable et développement tout court. Voilà. Donc je suppose que c'est vraiment une notion, des exemples qui s'appuient à l'agriculture et aux mines. Oui, c'est exactement, parce que, comme je l'ai dit, nous avons besoin de l'exploitation de nos ressources. Actuellement, la sécurité alimentaire, nous avons besoin de l'agriculture. L'agriculture génère de l'emploi. Elle contribue au PIB de l'État. Donc, voilà, c'est vraiment une activité dont nous avons besoin. On ne peut pas dire non, il faut conserver de l'environnement, on laisse l'agriculture. Mais de l'autre côté, l'activité aussi impacte l'environnement. Elle a une empreinte écologique. Donc l'activité utilise les produits chimiques comme les pesticides, les engrais. Et donc ça peut polluer l'environnement. L'activité aussi fait le défrichement. Donc avec la gestion des ressources de l'eau aussi, c'est difficile avec l'agriculture. Donc comment on arrive toujours à cette dualité, comment on peut concilier l'utilisation de cette ressource. L'agriculture aussi se base vraiment sur les ressources naturelles. Donc on fait l'activité avec la terre, le sol, l'eau.
Donc ça veut dire que la base déjà, c'est les produits environnementaux, mais aussi de l'autre côté, ça veut dire qu'on a besoin vraiment de protéger nos ressources naturelles, mais aussi nous avons besoin de faire cette activité. Donc, si le plan agriculture suit, par exemple, pour simplifier, nous avons un périmètre à cultiver. Donc, comment on peut vraiment prendre la dimension environnementale dans ça? Donc, si on fait vraiment une étude d'impact environnemental pour ces projets, on va arriver vraiment à minimiser l'impact de cette activité. Donc, on ne peut pas supprimer l'impact environnemental dans tel projet, mais on va faire en sorte que cette activité impacte au minimum possible. Donc, si on fait vraiment une étude d'impact environnemental, donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ils pensent que voilà, l'étude d'impact environnemental, c'est juste un fardeau supplémentaire et économique, ou bien c'est juste un formulaire administratif qu'on fait après, basta, c'est fini. Alors que, au contraire, si elle est bien faite, ça rend le projet encore plus efficace et plus durable, parce que si on utilise les ressources, les produits chimiques, par exemple, qu'on utilise de manière adéquate, les produits chimiques, ils ont un prix, alors que beaucoup de paysans, ils pensent que plus ils utilisent de produits chimiques, plus ils produisent. C'est au contraire, donc ça impacte la facture, le coût de ces produits chimiques. Donc, alors que si on prévoit une utilisation adéquate, donc la facture, elle va diminuer. Donc, le projet, il est plus rentable. Même chose pour la gestion des ressources en eau. Donc, si vraiment elle est utilisée de manière adéquate, aussi, ça va baisser le coût. Ça, c'est rien que pour quelqu'un qui pense vraiment budget et il pense que l'étude d'impact environnemental ou l'évaluation environnementale, c'est juste un fardeau. Donc justement, Madame Wagué, par exemple, à votre niveau, comment vous arrivez un petit peu à conscientiser la population, hein, donc pas tout le monde qui sait justement que vraiment on peut réduire le coût, faire une agriculture ou faire toute autre activité, mais assez responsable pour déjà faire son activité et ne pas dégrader la terre ou contribuer au changement climatique ou à la dégradation environnementale. Comment justement vous arrivez aujourd'hui au niveau de la communication, au niveau des planifications, de la coordination aujourd'hui, un petit peu à conscientiser les gens, aussi à les appeler à une activité assez durable? C'est très important ce que vous venez de dire. Vous savez, tout à l'heure on parlait du programme École verte, qui est un programme d'éducation. Donc quand on parle d'enfants, on parle d'éducation. Et quand il s'agit des adultes, on parle d'information pour la sensibilisation. C'est pour les rendre plus sensibles. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques que nous voyons, c'est surtout lié à un manque d'information. Une personne qui n'est pas informée, tu fais certaines actions, mais une fois que tu sais le pourquoi, tu changes de comportement. Parce que tout à l'heure, elle a parlé de l'agriculture, de l'impact de ces produits chimiques qui coûtent cher, et on pense que ça donne un rendement meilleur, alors qu'on peut parfois dans la sensibilisation mettre 2 parcelles côte à côte, cette personne qui utilise moins d'engrais chimiques et l'autre qui en utilise beaucoup, et vous voyez que le rendement de celui qui utilise moins d'engrais chimiques et qui est plus centré sur des engrais biologiques a un meilleur rendement. Et il garde ses terres beaucoup plus longtemps. Alors que l'autre, au bout de 5 ans maximum, ces terres sont pratiquement complètement dégradées et le rendement, même s'il mettait, je ne sais pas, 10 fois plus de produits chimiques, il n'aura pas de meilleur rendement. Donc ce sont des exemples, des pratiques que nous mettons en place pour sensibiliser les agriculteurs. Parce que la direction de la planification, comme nous gérons aussi les statistiques environnementales, nous savons où se trouvent les problèmes environnementaux et sur les problèmes qui existent, nous essayons de mettre en place des plans de sensibilisation pour telle ou telle thématique. Donc, à chaque fois que nous constatons un problème, nous essayons de mettre en place
des politiques de sensibilisation. Et parfois, nous faisons même une étude pour voir quelle est l'approche de sensibilisation qui peut donner plus de résultats. Donc, voilà un peu. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de votre programme pilote, justement, sur l'éducation environnementale. Ça se fait à la base pour que les comportements puissent changer depuis très jeune. Donc, après l'orientation de ces enfants, ils savent automatiquement comment prendre en charge cette dimension environnementale dans leurs activités, aussi bien quotidiennes qu'économiques. Donc, je suppose que vous rencontrez des problèmes, justement, pour la gestion, peut-être des fois avec des structures, concernant les mines, l'agriculture ou tout autre secteur. Vous rencontrez peut-être des problèmes ou peut-être des difficultés face à ces personnes ou à ces structures, un petit peu pour leur expliquer l'impact environnemental et comment tout cela peut être concilié. Je vais un peu parler de l'orpaillage et de son impact, mais Khadjetou est mieux placé pour compléter. Parce qu'avec l'utilisation des produits chimiques dans l'orpaillage artisanal, donc il y a des procédés qui ont été mis en place par des procédés chimiques, mais qui ont moindre impact sur l'environnement, qui ont été proposés par le ministère de l'Environnement. Et il y a une sensibilisation qui se fait au niveau de ces orpailleurs pour l'arrêt de l'utilisation du mercure et de la cyanure pour mettre en place Khadjetou. Oui, allez-y. Donc, ça, c'est aussi un autre exemple de toujours de la prise en compte de la dimension environnementale. Donc, l'orpaillage ou l'exploitation minière de manière générale. C'est des ressources dont nous avons besoin. Les mines contribuent à l'ordre de 30% de PIB. Donc, nous avons vraiment besoin de ça. Mais comment le rôle ici du ministère de l'Environnement, c'est d'encadrer, de faire en sorte que l'exploitation de ces mines soit faite de manière durable, soit faite de manière qui n'affecte pas vraiment l'environnement, qui ne pollue pas. Donc pour les mines aussi, voilà, comme Simina vient de le dire, on utilise des produits chimiques qui sont très dangereux, le cyanure, les mercures. Ça, c'est de manière générale, c'est pas pour l'orpaillage. L'orpaillage, on n'utilise pas le cyanure, mais un produit qui est moins nocif que Simina vient de citer. Donc, si par exemple, cette activité n'est pas encadrée, la pollution, elle peut être partout. Donc, nous sommes un pays désertique où les ressources d'eau sont très rares. Donc, si vraiment cette activité n'est pas encadrée, ça peut s'infiltrer, la pollution peut s'infiltrer pour les rares ressources d'eau que nous avons. Donc, mais à travers la politique du département, à travers, comme je l'ai dit, l'évaluation environnementale pour chaque projet, mais aussi la politique sectorielle stratégique qu'on essaye vraiment d'intégrer de manière générale, on essaye de réduire l'impact de ces activités. J'attire ici l'attention sur le rôle vraiment du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement est différent des autres départements. Ce n'est pas un ministère c'est pas un département qui exploite les ressources naturelles comme les mines ou la pêche ou l'agriculture. Ce n'est pas un département où il a la responsabilité de mettre en place les infrastructures comme le département des transports. Ce n'est pas un département aussi qui donne des services comme l'éducation, la santé. Donc, c'est un département régulateur, c'est un département, le rôle vraiment, c'est de produire un cadre, de créer un cadre réglementaire, normatif, qui peut vraiment cadrer ou qui peut intégrer la dimension environnementale pour chaque politique sectorielle. Donc, c'est pour dire que la gestion environnementale ne concerne pas seulement le ministère de l'Environnement. Donc, si cet aspect-là
n'est pas vraiment inculqué, n'est pas vraiment intériorisé par les départements, ça va être difficile de faire une gestion vraiment qui est adéquate pour l'environnement. Donc c'est l'affaire vraiment, même l'éducation, comme Smina vient de le dire, qui n'impacte pas vraiment, mais il a un rôle très important dans l'éducation, dans la sensibilisation sur la question environnementale. La santé, elle peut avoir un rôle aussi dans la question environnementale, par, je ne sais pas, la sensibilisation sur l'utilisation des produits chimiques, aussi bien dans les mines que dans l'agriculture. Donc, chaque département, il peut faire quelque chose dans ce sens. A un rôle à jouer, vraiment pour la préservation de l'environnement. Pour la préservation de l'environnement. Nous, on est là pour vraiment accompagner, pour vraiment élaborer. Donc, nous sommes là pour l'aspect réglementaire, normatif, mais il faut une coopération, il faut une coordination entre tous les départements, quels que soient les départements qui exploitent ou qui autorisent ou qui donnent des services. Diriez-vous aujourd'hui que vous avez justement cette relation avec les autres départements, que ce soit de la santé, vous venez de citer, que ce soit de l'agriculture, que ce soit le transport, et diriez-vous que vous avez justement, que votre département, le département de l'environnement, a justement ce rôle, a justement, disons, ce lien, ou même, disons, ce rôle de conciliateur, ou ce rôle de contrôle, ce rôle même de suivi des autres activités aussi des départements. Je vous dirais qu'on est sur la bonne voie. On peut dire ça, parce que pour moi, la dimension environnementale, et actuellement, on en parle beaucoup au niveau de l'ensemble des départements. Et le ministère de l'Environnement est souvent convié pour prendre part à dans la formulation des stratégies sectorielles. Donc, c'est surtout pour la prise en compte. Mais dans la pratique, il y a encore des choses à améliorer pour une meilleure prise en compte de l'aspect environnemental. Actuellement, nous sommes en train de finaliser, le ministère des Affaires économiques, le second plan de la SCAP. Et donc, ils essayent vraiment de prendre en compte l'ensemble des secteurs qui sont transversaux. Donc, c'est surtout la dimension environnementale et la dimension genre. Donc, par exemple, si on doit parler de développement, au niveau de la SCAP, on ne va pas parler simplement d'un développement, mais plutôt d'un développement durable. Donc, quand on est au niveau du secteur des mines, donc on va parler d'une gestion durable, une exploitation durable des ressources. Donc, tout ça montre que l'aspect environnement est pris en compte au niveau des secteurs. Donc, au niveau de la santé, on sait que les déchets qui sont produits au niveau du secteur de la santé sont très contagieux, donc ça contamine aussi bien l'environnement et après ça contamine l'humain. Donc cette dimension aussi est en train d'être prise en compte. Donc il y a d'autres secteurs aussi du transport, donc qui essayent aussi de réguler pour qu'il y ait moins d'émissions de gaz. Et toujours quand on arrive au niveau du ministère des Mines, quand on parle de la production d'énergie en Mauritanie, on parle du mix énergétique, donc on essaye d'intégrer comment on appelle, les énergies renouvelables. Donc tout ça, c'est pour montrer un peu que la dimension environnementale est prise en compte au niveau des secteurs. Alors, pour juste donner un petit aperçu sur les coopérations ou sur la coordination entre les différents départements avec le département de l'environnement. Évidemment, ça vient de loin. Donc, comme je le disais, l'environnement était l'affaire du ministère de l'Agriculture, donc personne ne s'occupait de ça. Mais depuis quelques années, on assiste vraiment à une évolution où les départements eux-mêmes viennent voir le ministère de l'Environnement sur les questions notamment des évaluations environnementales. Si par exemple nous avons un projet de mines, des hydrocarbures, nous avons l'exemple de GTA, par exemple, qui a été fait en collaboration avec le ministère des Mines, le ministère des Pêches, parce que
Voilà, c'est un exemple aussi de chevauchement entre l'exploitation des ressources naturelles. Ici, les mines ou l'hydrocarbure, nous avons besoin de cette ressource. Et nous avons les ressources halieutiques qui est là aussi. Donc, il y a les risques de pollution de cette ressource halieutique qui est aussi pas moins important que les ressources minières. Donc, voilà, donc le travail a été fait de sorte que ces départements travaillent ensemble, coordonnent ensemble, voir comment on peut minimiser, comment on peut suivre les impacts, comment on peut arriver vraiment à une approche de durabilité dans le cadre de ce projet. Alors, quel est un message aujourd'hui que vous voulez faire passer à la population ou à vos différents départements? Nous sommes rattrapés par le temps rapidement. Un message aujourd'hui, que ce soit à la population, que ce soit dans d'autres secteurs d'ailleurs. Oui, le message que je veux dire, je veux dire ici que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affaire de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement, c'est tous les départements qui sont concernés. C'est toute la population, chaque individu, même les enfants, comme on vient de le dire. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Donc il faut savoir que c'est pas vraiment... Beaucoup de gens pensent que l'environnement, la gestion de l'environnement ou la prise en considération de l'environnement, c'est un luxe, alors que non, c'est une priorité actuellement. Tous nos problèmes viennent de l'environnement. Nous avons besoin de l'environnement dans toutes nos activités. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les problèmes, si on voit les problèmes de gestion de déchets, si on voit les problèmes de la rareté des ressources, le manque d'eau, tout ça, ça vient vraiment, c'est un problème environnemental. Donc ça veut dire que c'est l'affaire de tous. Et il faut vraiment un travail de sensibilisation, de l'éducation, de conscientisation de la population, parce que au niveau, c'est une question qui est extrêmement difficile, même dans les pays développés qui sont plus conscients de l'environnement. Ça se pose toujours, mais si on prend ça au sérieux avec tout le monde est impliqué, tout le monde est sensibilisé, je pense que on arrive à vraiment avoir... D'accord. Madame Wagué, un dernier mot? Un dernier mot, moi je vais finir en disant qu'en termes de protection de l'environnement, il n'y a pas de petite action. Il n'y a pas de petites personnes. Nous avons tous notre rôle à jouer. Donc toutes les petites actions comptent pour la protection de l'environnement. Donc si chacun d'entre nous plantait ne serait-ce qu'un arbre devant sa maison et s'en occupait, ça serait l'idéal pour la protection de notre planète. Merci beaucoup Madame Wagué Fatimata Simina, vous êtes la directrice de la planification, de la coordination et des statistiques au ministère de l'Environnement. Et également merci à vous, Dr Radjetou Sinir, directrice adjointe de l'évaluation et du contrôle environnemental au ministère de l'Environnement. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle, à leur tête Rabia Deda, et mention spéciale à Madani Dramé. Très bonne suite de programme sur le Mauritania. Bonne soirée.